Et bonjour à vous tous. Alors pour cette nouvelle vidéo, on va partir explorer le gouffre de l'Antuy qui est situé à Salvagnac-Cajar. Alors pour cette petite vidéo, on va partir ensemble sur les petits chemins de Limogne en direction Salvagnac-Cajar. Alors au programme de cette vidéo, on croisera les chemins des pèlerins ainsi qu'une cloche engloutie au fond d'un lac, sans oublier un lieu magnifique et la rencontre avec une histoire terrifiante. Et à la fin, le petit test de la nouvelle caméra. Allez, alors prenez un bon petit café, asseyez-vous confortablement et c'est parti pour cette aventure extraordinaire. Allez, c'est parti. Allez, on part à la découverte de ce lieu que peu de gens connaissent vraiment. Un endroit caché dans la verdure, quelque part au cœur du Lot. C'est un lieu magnifique, marqué. Mais ce lieu, voilà, il est marqué par une légende oubliée, presque interdite. Donc, on va aller au gouffre de l'Antuy. Alors, pour y accéder, pas de grande route, juste des petits chemins. Voilà, on va passer par les petits chemins, histoire de faire une petite balade, parce qu'en plus aujourd'hui il fait super chaud. Donc on va se mettre à l'ombre des arbres sur les petits sentiers. Alors ces petits sentiers qui serpentent entre les arbres. Bien sûr il y a des murs en pierre sur les côtés, c'est un décor bien sûr d'une carte postale. Mais aussi plein de mystères comme j'explique, car sur ces chemins il y a des siècles. En fait les pèlerins marchaient de Rinaldi, aujourd'hui disparus, et c'est là que tout aurait commencé, cette fameuse légende mystérieuse. Alors là en plus je suis super content parce qu'on va tester ma nouvelle caméra, c'est l'Insta-Ace 360 si je me trompe pas. Donc je suis content, nouvelle configuration, donc là vous voyez mes mains. Voilà, donc là j'ai positionné la caméra sur mon torse. Après j'essaierai différents endroits pour la positionner sur le vélo, comment que ça rend le mieux en fait pour la vidéo et tout ça, donc j'espère que ça va le faire. Allez, alors c'est marrant parce que la première vidéo que j'ai faite, la toute première vidéo en fait, j'étais passé par ce petit chemin, donc par le début de ce petit chemin, parce qu'après on va faire une bifurcation, mais c'est marrant, voilà. Donc là on va se diriger vers Cajar. C'est là où se situe le gouffre de l'Antuy. Donc c'est un trou d'eau d'un bleu envoûtant, bordé d'une verdure rafraîchissante. Donc c'est vraiment impressionnant comme lieu. Ce site unique est au cœur de plusieurs histoires locales. Il est notamment dit que les cloches d'une abbaye reposent au fond, que leurs oxydations donneraient cette couleur particulière aux eaux, cette couleur bleue turquoise. Et il faut savoir que c'est éprouvé que dans les années 1211, il y avait une abbaye dans les environs. Et celle-ci aurait été détruite par une grande tempête. Et pour l'instant, personne n'a pu confirmer la légende. Par contre, il est bien établi que le gouffre constitue l'exécutoire de l'un des plus importants systèmes karstiques du Causse de Limogne, et que ces eaux turquoises donnent naissance au ruisseau de l'Antuy, qui sépare les deux départements, Lot et Aveyron, pendant 2 km, avant de se jeter dans la rivière Lot. Au centre de ce petit plan d'eau, à 8 mètres de profondeur, s'ouvre une cavité. En pénétrant dans celle-ci et en suivant un lit de galets et de sable, des spécialistes ont réussi à parvenir à une profondeur d'au moins 52 mètres, sans toutefois pouvoir atteindre le fond du gouffre. Donc c'est vraiment profond, donc il faut faire attention parce que même si la baignade n'est pas interdite, toutefois elle demande beaucoup de prudence car la profondeur du gouffre doit être bien prise en compte, y compris par les bons nageurs, tout ça. Bon il est temps que je vous raconte la petite légende de ce gouffre de l'Antuy. Voilà, donc elle est un peu dure, mais bon, c'est une légende, tout n'est pas vrai. Alors, la légende suppose que le gouffre de l'Antuy n'existe que depuis l'effondrement du monastère, dont le dernier prieur fut Mathieu de Montvala. Ce clerc impie avait une nièce, Louise de Montvala, devenue châtelaine de Salvagnac par la mort de son père et fiancée au sire Guy, baron de Cajar. Le prieur, non pas par zèle pieux, mais par avarice, exhortait sa nièce à entrer en religion et à léguer ses biens au couvent qu'il gouvernait.
Par une ruse infâme, il réussit à briser l'union des deux fiancés. Un soir, que Louise, attardée, était venue lui demander l'hospitalité, il l'abandonna à la lubricité de ses mois. Un enfant naquit que la mère fit élever secrètement, en attendant qu'il fût en âge d'hériter de ses domaines. L'enfant disparut. Après des recherches inutiles, affolé de douleur, ne sachant à qui requérir, Louise vint implorer les secours de son oncle. Mathieu retient sa nièce au repas du soir. Il lui fait servir, préparer de diverses façons, des viandes dans le trouble où elle se trouve, il lui est impossible de distinguer la nature. Lorsqu'elle semble rassasiée, devant elle on place une manette, recouverte d'un voile que le prieur soulève. Et, dans les reliefs de son épouvantable festin, elle reconnaît la tête, les pieds et les mains de son enfant. Elle se lève raide muette, glacée, sort du couvent sans que nulle force humaine puisse la retenir. Et seulement, lorsqu'elle a franchi le pont qui traverse le ruisselet, recouvre la parole pour lancer une imprécation terrible. « Faites, mon Dieu, dit-elle, que la prière la plus basse de cette demeure en devienne la pierre la plus élevée. » Sa malédiction est entendue. À peine a-t-elle parlé que le lendemain, sans bruit, dans un calme sinistre, pendant que la terre s'entr'ouvre, les murailles du couvent s'engloutissent, pierre après pierre. La place où elle s'est levée est maintenant marquée par un gouffre dont on n'a jamais mesuré la profondeur. Le lendemain, au bord de l'Antouille, une folle errait, en suivant de l'œil le fil de l'eau et en psalmodiant des paroles incompréhensibles sur un rythme étrange et troublant. On ne la revue plus, mais le prieur continue à errer autour des ruines sous la forme d'un lièvre noir, devant lequel les chiens s'enfuient. Tout homme qui le rencontre est certain de mourir dans l'année. C'est un 24 mai, à minuit, que se fit le terrible miracle. Depuis ce temps, chaque année, à pareille époque et à la même heure, on entend la cloche du monastère distinctement, la grande cloche de bronze qui sonne matin au fond du gouffre. Le monastère médiéval et la malédiction de 1211, ce que l'on sait avec plus de certitude, c'est que le prieuré bénédictin existait ici entre le XIe et le XIIIe siècle. Il est mentionné dans un testament du comte Raymond II de Rouergue en l'an 961. Ce monastère se dressait sur les hauteurs de Gaïfier, juste au-dessus du gouffre. Et la légende raconte qu'en 1211, la malédiction de la lavandière aurait scellé son destin. Un éclair venu du ciel, le monastère englouti. Coïncidence ou souvenir déformé d'un événement réel? Édouard Alfred Martel, le père de la spéléologie moderne. En 1894, le célèbre explorateur Édouard Alfred Martel, le père de la spéléologie moderne, explore les lieux. Il descend dans le gouffre, cartographie le site, mesure la profondeur. Il n'y trouve ni cloche engloutie, ni mur d'église, mais il parle d'un silence étrange, d'un reflet troublant au fond de l'eau. Alors, que reste-t-il? Un seul monastère, une malédiction, des rumeurs, des documents, des explorateurs? Et ce silence autour du gouffre, toujours là, comme un rappel, que parfois la frontière entre légende et histoire est plus fine que l'on ne croit. Voilà, je vous ai raconté cette petite histoire pour se mettre un peu dans l'ambiance de là où... ce qui me perturbe, c'est que je pense, mais c'est ce que les gens racontent rarement, et c'est la suite, car la lavandière, celle qui avait lancé la malédiction, n'a jamais été revue. On dit qu'elle s'est retirée dans les bois, rongée par le remords. Elle n'avait jamais voulu faire disparaître tout un monastère, encore moins de vie. Alors, certains prétendent qu'avant de disparaître, elle aurait laissé un message gravé dans la roche, près d'une vieille source. Ce que l'eau a emporté, le silence le garde. D'autres assurent que son esprit hante encore les lieux, mais pas comme un fantôme malfaisant, plutôt comme une présence de veille, une conscience qui protège le gouffre et empêche les curieux de trop s'en approcher. Plusieurs témoignages évoquent une silhouette de femme, en blanc, immobile près de l'eau, juste avant que la brume ne se lève, et quand on s'approche, rien. Juste le bruit de l'eau, et ce froid soudain, comme une mémoire. En pédalant sur ces chemins, je me rends compte à quel point ils semblent vieux. Ils ne sont pas là par hasard.
Ce sont des sentiers de transhumance vieux de plusieurs siècles, utilisés par les bergers, les moines, les marchands et sûrement par la lavandière elle-même. On voit encore les murs en pierre sèche qui bordent les anciens champs. Et parfois un puits, un de ces puits en pierre comme posé là pour les initiés. Je m'arrête un instant, j'écoute rien, juste le vent et le cliquetis du vélo quand je redémarre. Il y a dans ces chemins quelque chose de suspendu dans le temps, comme si je roulais sur le fil d'un souvenir oublié. Par endroits, je croise deux petits chevreuils. Ils m'ont regardé un instant, puis ont disparu dans les bois, comme un souffle. Il y en a un qui s'arrête, qui me regarde, un moment suspendu, furtif, mais qui rappelle que sur ces chemins, je ne suis jamais vraiment seul. Le sentier devient plus étroit, les branches me frôlent, la lumière filtre à peine. Ce genre de chemin, c'est pas Google Maps qui le connaît, mais les anciens, eux, oui. Je me demande combien de fois ces pierres ont vu passer des pas, et combien d'histoires ont été perdues ici. Faute de témoins. Et voilà les amis, donc après ces petites réflexions et sur les histoires, les légendes de ce lac de Montouy, là où c'est qu'on va aller, on va laisser place à ces petites balades quand même, le temps d'arriver au lieu. Moi quand même ces histoires m'ont fasciné, même si c'est limite un peu glauque. Mais bon, allez, donc là on va tester donc la caméra. Ouais, on va profiter un peu de la caméra, voir ce que ça donne. Et je vous reprends tout à l'heure. Allez, dès qu'on arrive sur les lieux. Ciao. Allez, c'est parti. On va tester la nouvelle Insta Ace Pro 2. Donc sur le terrain. Enfin, je vais plutôt vous faire une présentation. On va juste de la recevoir. Pour un test pur et dur, si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Et je ferai une petite vidéo un peu plus tard. Pour l'instant, on va voir ce qu'elle nous propose là, comme ça sur le pouce. Alors déjà, moi, en parlant de la qualité d'image, alors là, je suis franchement comblé. La qualité d'image, ça le fait. Elle est au rendez-vous. Là, je filme en 4K. Les détails sont nets, les couleurs naturelles. Et même dans les zones sombres comme le sous-bois, elle s'en sort très très bien. Alors, je sais pas si c'est le mode HDR embarqué qui rajoute ce petit plus. En tout cas, ça évite les images trop plates. De toute façon, après, avec un logiciel de traitement, ce qui est bien, c'est de retoucher les couleurs, quoi. Les transitions, lumière, ombre, ça m'a l'air d'être super bien géré pour l'instant. Je suis ravi, et surtout ce que j'attendais le plus, c'est au niveau de la stabilisation. Alors là, je suis ravi, c'est sa stabilisation. C'est bluffant. Même en roulant sur des chemins chaotiques avec le vélo, l'image reste fluide. Alors, il y a la technologie Flow State. Alors, je pense que ça fait vraiment le taf. Donc, il n'y a rien à dire de ce côté-là. Côté stabilisation, rien à dire. Même sur les chemins bien défoncés, là, en VTT, l'image reste fluide, c'est stable, ça vibre pas. La techno Flow State fait le boulot. Je me répète, mais c'est clairement ce que je pense. Alors, le petit plus, c'est l'écran tactile qui se relève, donc on peut le bouger un peu comme on veut. Et l'interface, super réactive, même avec des petits gants là comme j'ai. Et puis le menu est simple, c'est facile à comprendre. Donc il y a pas mal de réglages quand même, mais bon, il faut passer un petit peu de temps pour comprendre, mais c'est pas trop compliqué. Et puis on peut personnaliser les raccourcis, on peut contrôler facilement depuis l'application du téléphone. Et il y a une IA embarquée aussi, donc je crois qu'on peut même aussi la contrôler par des gestes. On peut lancer un enregistrement, arrêter l'enregistrement en utilisant la paume de la main, tout ça quoi. Donc pour quelqu'un comme moi qui filme en pleine nature, pour l'instant c'est un vrai confort. Voilà, la qualité d'image est top, là, je suis en 4K, c'est net, précis. Même quand la lumière devient compliquée, en forêt ou en fin de journée, elle gère bien, super bien. Le HDR est bien intégré, et le rendu final est vraiment propre. Là c'est du brut, j'ai pas retraité l'image, tout ça quoi.
c'est super. Hein. Niveau autonomie, bah, je tiens une sortie complète, hein, sans problème. Là, je suis surtout en 4K en 30 fps. Elle est livrée avec 2 batteries. Pour cette vidéo, bah, j'ai utilisé qu'une seule batterie. Hein. Donc elle m'a duré à peu près 1h, 1h15, 1h15 hein, pour un parcours de 30 km quoi, en gros quoi. Donc là pour moi pour l'instant l'Insta Ace 360 Pro 2 c'est vraiment un bon choix. Hein. Voilà, pour ceux comme moi qui veulent une caméra fiable, facile à utiliser et ouais, puis avec comme une bonne qualité d'image qui se rapproche un peu du pro quoi. Donc si vous aimez l'aventure, le sport, vous filmez vos sorties sans vous prendre la tête, bah là, elle est faite pour ça. Bon ben voilà, après cette petite présentation de cette bonne caméra, et ben on va repartir sur la balade. Voilà, en tout cas si vous voulez un test beaucoup plus complet, ben, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je me ferai une joie de vous préparer une petite vidéo avec plusieurs tests en extérieur, intérieur, de nuit et de jour. Voilà, allez on repart sur la vidéo. Et le voilà, donc le gouffre de l'Antuy, magnifique, paisible et surtout avec cette atmosphère étrange. Et ce qui est le plus incroyable, c'est cette couleur de l'eau, quoi. C'est bleu profond, bleu turquoise, c'est presque irréel pour cet endroit, quoi. Allez, j'enlève ma tête pour profiter au maximum du spectacle. Waouh, là, c'est super, hein, toujours ces petits reflets de l'eau, hein, du ciel dans l'eau. Il y a un petit moment d'eau, je le vois. On va essayer d'aller faire le tour. On va s'avancer un petit peu parce qu'en fait, là je suis mis en vélo, mais le but c'est de revenir avec Valentin avec son drone. Là je fais juste une petite exploration vite fait. Bien fait. Ah, il fait frais là. Hein. Ah, il fait bon quoi. On semble entendre au loin de l'eau couler, une petite cascade. Ouais, c'est super. Avec cette couleur de l'eau, on n'a vraiment pas l'impression d'être au milieu du cos. Hein. C'est incroyable. Donc c'est dû à des micro-algues en fait. Hein. Même cette couleur de l'eau. Peut-être que c'est la cloche du monastère. Qui sait? Allez, je reviens sur mes pas pour pas gâcher le spectacle d'exploration avec Valentin tout à l'heure. Donc là, je retourne sur mes pas. C'est génial. Et le but, c'est d'aller chercher Valentin avec son drone. Donc je reviendrai avec lui. Voilà, moi je vais repartir en vélo hein, jusqu'à la maison. Et revenir d'ici quelques jours explorer ce lieu. Donc pour vous ça durera que une seconde. Hein. Là au montage, pareil, tout le truc. Bon, et ben moi je suis content d'avoir trouvé ce lieu. Il me tarde d'y revenir. D'explorer ça, faire quelques petits trucs intéressants quoi. Le lac de l'Antuy, situé vers Cajar. Entre Cajar et Limogne. Allez, sur ce, je vous dis à tout à l'heure. Bon, ben maintenant, là, on va partir sur les hauteurs de Gaïfier pour trouver. On va aller à la recherche de cette abbaye, de ce monastère dont parle la légende. Alors, accrochez-vous bien, c'est parti. Allez, et nous voilà sur les hauteurs de Gaïfier. On va essayer de se frayer un chemin vers cette abbaye en ruine, là où la légende en vie, où tout a commencé. Ça m'a pas l'air facile, je ne vois pas de chemin. Donc un peu d'escalade s'impose. Donc on va essayer de descendre par ici. Allez, je sens que c'est pas mal. Allez. Là je vois ce qui pourrait ressembler à une construction, mais non, c'est plutôt
une cavité. Donc on va faire le tour. On va trouver un passage pour descendre un peu plus bas. Je sais pas par où je suis passé, mais bon. Le but, on va y arriver. Il fait chaud, hein. Là on est le 5 août, 5 juillet pardon. Je crois déjà en vacances. Donc là, ouais, on va aller voir quand même ce que c'est cette petite cavité là qu'on a vu par le dessus. On va s'y approcher. D'après ce que j'ai pu lire sur certains récits, il y aurait eu à une époque vers le 10e, 11e siècle, des nécropoles qui auraient été faits dans la roche. Donc il est possible que ça ce soit un lieu où on mettait des sarcophages, des religieux, tout ça quoi. C'est vraiment chargé d'histoire. Il y a pas beaucoup, on voit rien du tout, il n'y a pas beaucoup de chemin. On va se faufiler à travers les branches, à travers les arbres. On va pas croiser de serpents. Bon, j'ai un petit bâton quand même. Hein. Je sais pas si ça fait quelque chose. En tout cas là le paysage est magnifique. Ciel bleu. Et voilà, ben là, petite expérience aussi de test pour la caméra parce que voilà, pour moi elle est parfaite. Hein. Le rendu est nickel. On va passer par là. C'est vraiment le parcours est compliqué là. Faire attention où on met les pieds. Avec mon téléphone, c'est de me repérer par rapport à l'emplacement de l'abbaye, qui est pas loin de toute façon. C'est génial. Ouais, je la vois sur le phone. Ok. Quand on m'a parlé des ruines de l'abbaye de Lantuy, on m'a dit attention, le lieu est beau, mais il est traître. Et je comprends maintenant pourquoi. Dès les premiers pas sur le sentier qui y mène, j'ai senti que ce n'était pas un simple lieu historique, mais un endroit chargé de quelque chose d'autre, d'ancien, de vivant presque. Le terrain est difficile. La roche affleure sous un tapis de mousse glissante, et les murets en pierre sèche, en ruine eux aussi, semblent vouloir guider ou perdre les visiteurs. Pas de balises, pas de sécurité. Ici, on est seul face à la nature et à l'histoire. Je marche seul sur le petit sentier qui mène aux ruines de Lantuy. Le vent s'engouffre entre les pierres effondrées, comme s'il murmurait encore les prières oubliées des moines. Devant moi, le sentier, sombre, insondable, caché par les branches qui me barrent la route, et le silence y est si dense qu'on pourrait croire qu'il attend. On raconte qu'ici, il y a plus de 1000 ans, Saint Napèze, ancien chevalier de Charlemagne, aurait creusé ce sanctuaire dans la roche. Fatigué du monde des hommes, il se serait retiré ici, vivant en ermite, entre sources limpides et légendes païennes. Mais ce n'est pas lui que je viens chercher aujourd'hui. Ce sont les cloches, celles qu'on dit précipitées par le gouffre, un soir de Saint-Jean. Lorsqu'un orage d'une rare violence frappa l'abbaye, un éclair tombé du ciel, et puis plus rien. Le silence, la pierre, la peur. Je m'avance doucement vers les ruines de cette abbaye. La mousse tapisse les marches brisées à chaque pas. Je sens le poids de l'histoire, comme si le sol lui-même voulait me retenir. Soudain, un courant d'air glacé remonte du fond. Et pendant un bref instant, je crois entendre un tintement, léger comme une cloche lointaine, étouffée. Est-ce mon imagination?
ou la mémoire d'un lieu qui refuse l'oubli. J'avance, plus les arbres se referment autour du chemin, la lumière filtre à peine, et puis soudain, elle apparaît, l'abbaye, enfin, ce qu'il en reste, des pans de murs qui défient encore le temps, des arcs brisés, des vieux escaliers rongés par le lichen, le sol est meuble, parfois creux sous les pas. Il suffit d'un faux mouvement pour glisser, pour basculer, pour disparaître. Car ici, la terre elle-même s'ouvre, la fameuse légende de l'Antouille. Après une marche éprouvante à travers les sentiers périlleux du Causse, les ronces aux chevilles, des pierres instables sous mes pas, j'arrive enfin devant moi les ruines de l'abbaye de l'Antouille, perdues dans la végétation, comme si la forêt avait voulu les effacer du monde des vivants. Bon, ça y est, j'y suis. Juste derrière moi, ce que vous voyez là, ce sont les ruines de l'abbaye de l'Antouille. Honnêtement, c'est pas simple d'y arriver. Le sentier est étroit, la pierre glissante. Et il y a des moments où t'as plus l'impression de suivre une intuition qu'un chemin. Regardez ces murs, ils tiennent debout par miracle. Plus de toit, plus de cloches. Mais il y a quelque chose ici. Un silence qui pèse. On se sent observé, comme si les pierres savaient quoi, je suis là. On va se diriger vers ce qui me semble être la porte principale de l'abbaye, qui est quand même pas mal endommagée. Ça tient encore debout, hein. C'est solide. En tout cas, c'est impressionnant de s'imaginer comment c'était à l'époque, et surtout avec une légende est quantifiée par rapport à un lieu existant qui date du XIIe siècle, XIe siècle. C'est incroyable de se dire, ah, c'est peut-être vrai. Hein, il y a peut-être plus une grosse tempête, un éclair qui s'est retombé sur l'abbaye qui aurait démoli ce lieu. Même si après l'histoire, on pourrait penser au duc de Caïfier qui se serait réfugié dans ces lieux plutôt et qui aurait été massacré par Pépin le Bref. Et c'était pas dans l'abbaye, c'était en 767, mais bon, c'est un lieu chargé d'histoire, donc il y a eu d'autres choses. Ouais, il faut savoir que l'abbaye a attiré un pèlerinage local lors des sécheresses. Donc ça tombe bien, en ce moment c'est la canicule. Et ce pèlerinage fut aboli par l'autorité religieuse en 1860, sous le prétexte qu'une prétendue pluie mêlée de sang aurait ravagé les environs. Mais bon, s'il pleut la semaine prochaine, remercie-moi parce que je suis venu ici avec mon petit bâton. Donc c'était grâce à moi qu'il va pleuvoir. Non, je rigole. Allez, là on va redescendre vers le gouffre de l'Antouille par ce petit sentier. Donc c'est par là qu'on va rejoindre là où on s'est quitté la dernière fois. Pour vous ça a duré que quelques secondes. Pour moi ça a duré quand même 2-3 semaines. Hein. L'air de rien. Donc il me semble entendre des gens se baigner. Donc on va y aller doucement, j'espère que je vais pas leur faire peur avec ma caméra, tout ça. Donc bien sûr au montage, je vais couper si je rencontre du monde. C'est bien ça, il y avait une petite famille là, qui se baignait dans l'eau, hein. C'est normal, il fait chaud. Donc on peut pas les blâmer. Hein. Le monde appartient à tout le monde. En tout cas, ils n'ont pas été surpris. Hein. Je leur ai dit bonjour, ils m'ont pas répondu. Ça, c'est pas grave. Hein. Ça arrive, souvent. Donc là, on se retrouve là où on s'est quitté la dernière fois dans la vidéo. Hein. Voilà, c'est cet endroit-là. Aussi beau et un peu plus d'algues il me semble. Hein.
sur le dessus. Bon, en tout cas, il fait bon sous les arbres. Parce que là, bah, après avoir crapahuté, parce que l'air de rien, pour aller jusqu'à l'abbaye, redescendre, monter, tout ça, c'est costaud quand même. Donc il fait bon près de l'eau. Là sur la droite, on voit le gouffre là. Donc la prochaine étape, c'est se retrouver dans la rive d'en face. Donc je viendrai au petit matin là, je vais pas le faire maintenant. Et l'idée, c'est d'aller au bord du gouffre et puis bon, je mettrai des bottes et d'y plonger une petite caméra pour voir ce qui s'y passe. Ça va être génial. Donc normalement là à cet endroit là, le gouffre doit faire dans les 10 mètres. Mais apparemment, d'après ce que j'ai lu, il y a une cavité à 8 mètres de profondeur qui s'enfonce dans le réseau karstique et qui mène à d'autres gouffres de plus de 50 mètres de profondeur. Donc voilà, c'est tout un réseau souterrain d'eau et c'est formidable parce qu'on voit le courant de l'eau, hein, finalement, la cascade que j'entendais la dernière fois, c'est ça quoi. Donc l'eau part dans ce sens-là. Donc elle doit sortir du gouffre, hein. Il va y avoir un courant d'eau. Je trouve ça super dangereux de se baigner là, mais bon. Si c'est pas interdit par les municipalités, c'est qu'il n'y a aucun danger. Bon, c'est magnifique. C'est super. Il me tarde de revenir la prochaine fois et d'essayer de faire ce que j'aimerais pour j'ai une petite caméra dans ce gouffre sans être dérangé. Waouh. C'est magnifique. Bon écoutez, moi je vais couper à ce... couper là, je peux tarder à couper pour moi pour aujourd'hui. Et je reviendrai au petit matin, j'espère avec Valentin, il a passé son bac. Donc j'ai pas voulu le déranger pendant ses examens. Donc il a eu, c'est cool. Et il viendra avec son drone qu'on attend toujours parce qu'on l'a commandé, mais pareil, hein, c'est 3-4 semaines avant d'arriver. Hein. Je sais pas d'où il vient son drone, mais bon, j'espère qu'il sera certainement à la hauteur du lieu pour pouvoir faire des prises de vue magnifiques au bord de l'eau. Je lui fais entièrement confiance. Bon, sur ce les amis, moi je vous dis à une prochaine vidéo. Voilà, on va s'arrêter par là. Et on fera donc une petite partie 2 réservée à l'exploration du gouffre avec le drone et une caméra de plongée. Voilà. Donc en attendant de nous revoir, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Entre le petit parcours, la légende aussi, l'histoire de la légende, et l'exploration de l'abbaye et le test de la petite caméra. Donc en attendant, portez-vous bien. Voilà. Et je vous dis à plus. Ciao ciao.